La physique, en gros, c'est le devant de la scène. Le monde, c'est loi physique, justement. La métaphysique, étymologiquement, ça veut dire au-delà, au-dessus de la physique, non? Vous avez été professeur de métaphysique à la Sorbonne, vous? Exactement. Ce que vous dites, c'est que la métaphysique, c'est au-delà de la physique. C'est c'est vrai en ce sens que chez Aristote, ce qu'on appelle métaphysique, c'est bien ce qui vient au-delà des livres de la physique. Il y a les ouvrages qu'on appelle la physique d'Aristote, et dans le corpus aristotélicien, ce qu'on appelle la philosophie première, ça vient après. Mais, pour voir les choses dans leur vérité, la métaphysique, si vous voulez, je vais vous l'expliquer ça très facilement. Supposons que vous soyez chrétien. Eh bien, à ce moment-là, demandez-vous, pour vous, quel est le tout de ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a, c'est quoi pour vous? Le cosmos. Pas du tout. Non. Ce qu'il y a pour vous, c'est Dieu, le monde et l'homme. Voilà. Voilà tout ce qu'il y a. Quand vous dites cosmos, ça ne vaut que pour le monde. Non, le tout, c'est Dieu, le monde et l'homme. Alors supposez maintenant qu'on n'admette plus l'existence de Dieu. Il est évident qu'à ce moment-là, la notion de monde sera complètement modifiée, puisque si vous admettez Dieu, le monde est la création de Dieu. Mais si vous n'admettez pas Dieu, alors comment faudra-t-il comprendre le monde? D'autre part, Dieu, le monde et l'homme. Mais alors, l'homme est la créature de Dieu. Mais si vous n'admettez pas Dieu, à ce moment-là, que devient l'homme? Qu'en est-il de l'homme? Quelle est la vérité de l'homme? Autrement dit, la métaphysique a pour objet la totalité du réel. Et en ce qui me concerne, tout à l'heure vous avez dit que j'étais naturaliste, c'est-à-dire que pour moi, la nature, c'est la totalité du réel. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre que la nature éternelle et infinie. Là, nous sommes allés un petit peu rapidement, mais vous savez, c'est par là que la philosophie grecque a commencé. Oui, d'ailleurs, les premiers philosophes grecs, il y a plus de 2000 ans, 2400 ans, je crois, à peu près, dans ces eaux-là, vous allez me dire si je me trompe, étaient des physiciens. D'ailleurs, la physique s'appelait la philosophie naturelle à la base. Oui, c'est-à-dire que ils étaient des physiciens, dites-vous, en ce sens que dans le mot physicien, il y a le mot physis, le mot grec, physis, c'est-à-dire phi, upsilon, sigma, iota et sigma à la fin. Et cette physis, alors c'est là évidemment la racine du mot physique, mais aujourd'hui la physique ne concerne qu'un secteur de la réalité, c'est-à-dire ce qui s'offre à l'expérience et à la méthode expérimentale, et la physique ne concerne pas la totalité du réel. Donc Anaximandre était un physicien, mais en ce sens, au sens où il s'agissait de la totalité de la nature, pour lequel il emploie le mot apeiroun, c'est-à-dire infini. Infini est omni-englobante, c'est-à-dire englobant absolument tout, et omnigénératrice, c'est-à-dire que dans la nature, selon Anaximandre, la physis produit des sortes de germes qu'il appelle gonimoi. De chaque germe naît un monde. Autrement dit, Anaximandre admet une infinité de mondes, et cette idée de l'infinité de mondes se retrouve chez Démocrite, chez Épicure. En ce qui me concerne, j'admets une infinité de mondes, mais même en un sens encore élargi, c'est-à-dire que je considère par exemple que chaque être vivant vit dans son monde, que par exemple le hérisson vit dans son monde, l'abeille dans son monde, le rat dans son monde, et l'homme alors, me direz-vous?
alors il y a une grande différence entre le monde dans lequel vit un animal et le monde dans lequel vit l'homme. Parce que les mondes animaux sont des mondes clos. C'est-à-dire que l'animal ne peut pas en sortir. C'est-à-dire un hérisson ne peut absolument pas se figurer ce que ça peut vouloir dire d'être une abeille. Tandis que l'homme pense, et ça c'est la nouveauté radicale, la pensée. Les animaux ont la conscience, mais pas la pensée. Les animaux ont la conscience, c'est-à-dire qu'ils s'éveillent et ils dorment. Or, être éveillé et être conscient, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un chien, par exemple, il y a des moments où il dort, il y a des moments où il s'éveille, et où il est relativement conscient. Je ne dis pas conscient de soi. C'est-à-dire un chien n'a pas de moi. C'est-à-dire, il ne dit pas « moi, Médor ». C'est le maître qui parle de Médor. Mais que Médor soit Médor n'en sait rien. Mais cependant, il est conscient, mais d'une conscience qui est privée du rapport à soi-même, c'est-à-dire du moi. Alors, chez l'homme, il y a cette conscience qui enveloppe le rapport à soi, mais il y a de plus, il y a la pensée, c'est-à-dire le fait d'avoir conscience que les choses sont. Et par exemple, si vous voulez, moi j'ai des petits chats, d'ailleurs ils ne sont pas à moi, mais ils m'ont choisi. J'en ai vu un tout à l'heure, un blanc. Il y en avait plusieurs derrière. Et alors, ils voient, n'est-ce pas, les choses que je leur donne. Par exemple, récemment, je leur ai donné, par inadvertance, des petits choses à la tomate, des petites choses qu'on appelle, le nom m'échappe actuellement. Je leur ai donné cela. Alors, l'animal voit cela, il voit que cela est bon, mais il perçoit seulement la signification que cela a pour lui. C'est-à-dire, un animal ne peut pas constater simplement que quelque chose est. Tandis que l'homme dit cela est. Mais un animal, par exemple une abeille, au milieu des fleurs, ne saisit des fleurs que leur signification abeille, si vous voulez. Tandis qu'un oiseau perçoit des significations oiseau, c'est-à-dire ce que cela veut dire pour un oiseau. Mais ils n'ont pas la conscience de la réalité objective indépendante d'eux. Fin de la première partie d'une série de plusieurs émissions avec Marcel Conche, philosophe. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.